programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, le Centre africain de contrôle et de prévention de maladies a déclaré une urgence de santé publique face à l'épidémie croissante de la variole du singe ayant déjà causé plus de 30 000 cas détectés depuis janvier 2022 dans au moins 16 pays africains. Il lance un appel clair à l'action pour enrayer sa propagation. Au Congo, 5 morts et une dizaine de femmes prises en otage à Kichungu, dans le secteur de Lunzo, bilan d'une attaque de miliciens Mobondo qui occupent certains villages de cette partie du territoire de Kenge. La société civile plaide pour de mesures fortes afin de mettre fin à l'activisme de cette milice. Et au sud Kivu, un incendie s'est déclaré dans un camp de déplacés à Bouguéry, dans le territoire de Kalehe. Plus de 200 abris sont consumés par les flammes et aucune perte en vie humaine n'est signalée. Nouveau journal sur Télé 50. Merci de votre fidélité. Dans l'actualité, l'Agence de santé de l'Union africaine a finalement déclaré l'épidémie de monkeypox une urgence de santé publique. 39 000 cas ont déjà été détectés depuis janvier 2022 dans au moins 16 pays africains. Dans l'est de la RDC, précisément au sud de Kivu, cette variole a déjà tué 25 personnes et a causé 4 000 malades à ce jour. Et puis le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Louko, a lancé officiellement mardi à Kinshasa la vulgarisation de la politique nationale des préventions et des règlements de conflits communautaires et coutumiers, avec comme objectif la réduction de conflits communautaires et coutumiers observés régulièrement en République démocratique du Congo. Cette politique nationale dont l'économie a été présentée devant les autorités des tutelles vise l'amélioration des conditions de vie, la stabilisation et la sécurisation des entités coutumières ainsi que la réduction des conflits communautaires et coutumiers observés régulièrement en RDC. Occasion VPM de l'Intérieur Jacquemain Chabani de mettre les bouchées doubles pour parvenir à l'appropriation totale de cette politique par toutes les parties prenantes composées principalement des populations et animateurs, des entités coutumières, les organisations de la société civile, les médias ainsi que les partenaires de la coopération multilatérale. Dans le cadre de la loi des finances 2024, le gouvernement jouera sa partition afin que le financement dédié au programme et projet de la politique nationale des affaires coutumières soit effectif. Cela en considérant du fait que cette stratégie nationale tient lieu d'une première pour ce secteur qui implique pourtant la vie de plus de 70% de la population nationale habitant les entités locales. À juste titre, cette politique s'inscrit dans la ligne droite de la vision du chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prévoit en son deuxième pilier la protection du territoire national et la sécurisation des personnes et leurs biens. Le chef de la territoriale nationale a par ailleurs invité dans son discours les cadres et agents du secrétariat général aux affaires coutumières à bien mener cette stratégie de vulgarisation et promotion afin de procurer cette politique les moyens nécessaires pour sa mise en œuvre. Parlant de la situation sécuritaire dans le Grand Bandundu, au Congo précisément, la société civile de la région alerte sur la recrudescence du phénomène Mobondo. Des morts sont encore comptés. Sur la loi, on lundi pris en otage une dizaine de femmes et tué 5 personnes. Des informations que nous confirme le vice-président du cadre de concertation provinciale, Symphorien Kwengo, joint au téléphone par Eritine Tambwa. Le cadre de concertation provinciale de la société civile du Congo alerte que les miliciens Mobondo continuent leurs exactions sur les tronçons routiers allant de la mission Lonzo jusqu'à Fatundu. Ils opèrent dans le village Tacho
Ils sont encore signalés vers Mopene, Matoko, jusqu'au village communément appelé Morbek. Ils sont en train de rançonner la communauté, la population, exigeant de l'argent à tout véhicule avant de passer, et même aux motos qui passent et aux personnes, aux paisibles citoyens qui passent. Les Mobondo exigent de payer quelque chose avant de passer. Ils ont essayé même de ravir les téléphones à certaines personnes, ceux qui sont pris en otage. Ils ont pris un véhicule qui devrait transporter les biens qu'ils ont estorqués, mais ce véhicule-là est tombé en panne. Dans ce véhicule, on a compté, selon nos sources, 17 femmes prises en otage, une trentaine d'hommes, dont 5 garçons qu'ils ont sauvagement tués. Donc c'est l'occasion pour nous, cadre de concertation provinciale de la société civile du Kwango, de demander au gouvernement provincial de s'investir pour instaurer la paix dans notre province. Je l'ai dit en titre, un incendie s'est déclaré dans un camp de déplacés à Bouguéri, dans le territoire de Kaléé. Nous sommes dans la province du Sud Kivu. Le feu serait parti d'un abri où l'on préparait de la nourriture et l'huile à sauter. Et le feu a finalement embrassé presque tout le site avec plus de 200 abris construits essentiellement en bâches répartis dans 4 blocs. Aucune perte en vue humaine n'est signalée. Ces déplacés ont fui les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 dans le territoire de Massissi au Nord Kivu. Olive Moudekeriza, députée nationale, nous fait le point de la situation. Les dégâts étaient énormes. Vous savez, le Sud Kivu connaît beaucoup de problèmes ces derniers temps. Quand on parle de Kaléé, il faut aussi ajouter la ville de Bukavu. Depuis 2024 jusqu'à aujourd'hui, on est au-delà de 50 incendies. Donc les incendies sont devenus récurrents dans la ville de Bukavu. C'est des milliers et des milliers de gens qui sont à l'extérieur aujourd'hui, ni logement, ni à manger. Et cela mérite une attention particulière du gouvernement. Pour nous, nous disons, le Sud Kivu mérite d'abord, pas seulement l'aide d'urgence. Il faut aussi qu'il y ait un plan, surtout sur le plan d'aménagement du territoire. La ville de Bukavu est déjà saturée. Le moment où on s'est trouvé à Goma, il y a eu plus de 30 incendies successifs dans la ville de Bukavu, dans les 3 communes, Kadutu, Bagira, Ibanda. Chaque jour, les 2 derniers mois de juin jusqu'à aujourd'hui, il y a plus de 40 incendies qui a tout consumé. Il y a eu même le marché Bondeko, il y a eu des maisons. La grande incendie qu'on a connue dans la ville de Bukavu vient de se passer à Nyamugo il y a 2 semaines. Le gouvernement n'a pas encore intervenu. Mais sur le plan durable, il faut reconstruire la province, il faut reconstruire nos villes. C'est une ville de 100 000 qui était prévue pour 100 000 habitants. On est déjà à 2 millions, 1 million d'habitants. Les infrastructures n'ont pas suivi. Routes, espaces libres, tout ça, ça pose problème pour Bukavu. Nous plaidons cette cause et j'espère que ça va trouver des solutions. Parce que j'ai même réfléchi. Est-ce qu'il faut acheter des avions, des bombardiers pour éteindre le feu? Parce qu'il n'y a pas mis de passage. Si vous avez un véhicule à incendie. Mais qu'est-ce qui coûte l'avion? L'avion coûte 20 à 40 millions. L'avion bombardier pour éteindre le feu. Ce que vous voyez avec le feu des brousses en Europe, éteindre le feu dans une seconde. Comme nous avons un lac, si on pouvait avoir des avions, on peut répondre et trouver des pistes de solutions. Et en bref, il est poursuivi pour propagation de faux bruits à la suite de la diffusion sur les réseaux sociaux d'un audio controversé sur la mort de l'ancien ministre de Transport Chérubin Okende. L'ancien ministre du Tourisme Modero Nsimba a quitté la prison centrale de Makala mardi. Après 5 mois en détention, il est donc assigné à résidence surveillée. Autre chose, dans son rapport, la CIMOCEL révèle que le processus électoral de la RDC apparaît toujours faible. Il demeure inquiétant et bien loin d'une marche vers la consolidation de la démocratie. Suivez. La confiance de la population et même des parties prenantes dans des élections démocratiques sont trop fortement ébranlées.
Les candidats n'ont pas concouru avec des chances égales et les droits des électeurs n'ont pas été respectés. Ainsi, la CIMOCEL appelle toutes les parties prenantes à un réveil des consciences sur l'importance vitale d'organiser les élections qui respectent les cadres légaux et les principes directeurs des élections démocratiques. Nous avons 60 faits saillants sur les 29 opérations que nous avons observées avec 29 défis majeurs qu'il va falloir relever. Nous sommes devant un processus qui est non seulement fragile, mais un processus qui est délicat, qui est inquiétant et qui n'a pas consolidé la démocratie. Mais en même temps, quand on regarde la réalité du terrain, c'est qu'au lendemain de ce processus électoral, on a un pays qui est plus ou moins fracturé avec des zones où les scrutins ne sont pas encore tenus. On a parlé tout à l'heure du Nord Ubangi, on a parlé de Yakoma, Massimanimba, Rutshuru, Massissi, et on a parlé aussi des conseillers municipaux, des bourgmestres qui ne sont pas élus. Ça veut dire, mais en même temps, on regarde que là où les élections ont eu lieu, là où les gouvernements provinciaux sont installés, il y a une sorte de léthargie inquiétante. Et il faut se dire que la CIMOCEL doit absolument jouer son rôle de réveiller les consciences, les parties prenantes, de réveiller les autorités, les différents acteurs, pour qu'on sorte de cette léthargie et qu'on se dise qu'on doit sauver la nation et qu'on doit se réveiller. Pour cet organe d'observation électorale, l'organisation des élections transparentes, crédibles et apaisées doit être un gage incontournable de la cohésion nationale, de la stabilité, du développement et de la paix. Les organisations de la société civile, elles, s'inquiètent de la recrudescence des détournements en RDC. Le consortium des organisations de droits de l'homme dénonce aussi plusieurs actes de corruption observés ces derniers temps. Dans une déclaration commune, elles s'interrogent sur la mission confiée à l'Inspection générale des finances pour lutter contre ce fléau qui gangrène la gouvernance financière en RDC. La corruption et en particulier les détournements des deniers publics sont des fléaux qui ravagent la RDC et constituent de sérieux obstacles au développement de notre pays. Malheureusement, l'ensemble des mécanismes mis en place à ce jour se sont révélés inefficaces pour mettre fin, voire endiguer ces fléaux. Conscient de cette triste réalité, les consortiums des ONG de droits de l'homme et les mouvements citoyens ont organisé une journée de réflexion et au terme de celle-ci, les participants sont parvenus aux conclusions suivantes. L'inefficacité actuelle dans la lutte contre ces fléaux résulte du manque de collaboration entre les différents organes mis en place par les autorités dans la lutte contre les détournements des deniers publics. Par conséquent, il est impératif que ces organes travaillent en synergie, leur lutte intestine ne pouvant qu'entraîner un affaiblissement des missions qui leur ont été dévolues et favoriser ainsi les délinquants financiers. Devant ce triste constat, le consortium des ONG de droits de l'homme et les mouvements citoyens formulent les recommandations ci-après. À l'Inspection générale des finances, à la Cour des comptes, à l'ALPC et au SENAREF, de mutualiser leurs efforts par une synergie ou une concertation dans les actions menées par chaque structure afin de mieux lutter contre les détournements, la corruption et le blanchiment des capitaux. D'initier avec la société civile les états généraux de lutte contre la corruption et les détournements en RDC. Au gouvernement et ou au Parlement, d'initier une première loi qui va définir un cadre de collaboration entre les différentes structures de lutte contre ces fléaux qui rongent la RDC. De faire adopter une deuxième loi pour rendre pénales certaines violations de procédures administratives telles que les dispositions relatives au marché public, à la surfacturation, au dépassement budgétaire, à l'institutionnalisation du pourcentage des rétrocommissions sur presque tous les engagements et paiements au ministère du Budget et celui des Finances, à la Banque centrale du Congo, etc.
Et puis le ministre provincial de l'Agripel, Kiolo Kiloumi Emmanuel, représentant personnel du gouverneur Banza Mouloumé Marmont, a participé au centre Kamisama à l'atelier de présentation du projet d'assistance technique du Bureau international du travail au projet d'entrepreneuriat de jeunes dans l'agriculture et l'agrobusiness. Cette activité a bénéficié de l'appui financier de la Banque africaine du développement. Accompagné du ministre provincial de la jeunesse, Kanonge Stéphane, et d'autres personnalités, Kiolo Kiloumé Emmanuel, se rendent au centre Kamisamba où le jeune participe à une formation sur l'entrepreneuriat dans le domaine de l'agriculture et l'agrobusiness. C'est la 4e phase des formations des agripreneurs pour produire plusieurs variétés de semences améliorées dans la province du Olomami. Au nom du gouverneur, les ministres de l'Agripel, en présence des autorités ecclésiastiques de l'église méthodiste, a dans son allocution remercié les présidents de la République pour la paix et surtout pour le projet Béjab qui vise à octroyer de l'emploi à la jeunesse du Olomami dans les domaines agricoles. Le projet veut justement réduire le nombre de demandeurs d'emploi multipliant par autant celui des créateurs d'unités économiques. Cette démarche intégrée répond de manière parfaite aux attentes du Olomami car non seulement nos jeunes vont créer des entreprises, mais surtout ils vont faire dans les domaines agricoles. J'invite l'Église à réfléchir aussi sur le devenir de ces projets quand on sait que les 3 premières cohortes n'ont jamais été financées. C'est bien former les jeunes. Dans son plan d'action, le gouverneur Banza Mouloumé Marmont prévoit surtout d'encourager l'entrepreneuriat de jeunes par la création des petites et moyennes entreprises pour une bonne exploitation des ressources. La fin de cette cérémonie a été sanctionnée par une visite guidée de toutes les installations du centre. En presse déclarée au Sénégal par les représentants des médias pour alerter notamment sur leur situation financière. D'après les organisations, les conditions financières de la presse sénégalaise sont devenues presque intenables ces dernières années. Ils ont perdu plus de 70% de leur chiffre d'affaires. Les entreprises de presse sont en situation de quasi-faillite. À l'exception de certains médias proches du pouvoir, les journaux, radios et télévisions ont interrompu leur diffusion, dénonçant la menace pesant sur la liberté d'informer. Ce mardi 13 août, c'était le silence total dans plusieurs organes de presse du Sénégal qui ont répondu à l'appel des patrons des médias du pays. La journée sans presse au Sénégal fait suite aux mesures fiscales et économiques imposées par les autorités du pays. Des mesures jugées menaçantes pour la survie des médias. Presque tous les journaux ont suspendu leurs publications hebdomadaires. Les radios privées RFM et iRadio, 2 des principales stations du pays, ont remplacé les bulletins d'information du matin par la musique. Des chaînes de télévision privées tels que TFM, ITV et 7TV ont affiché leur soutien en diffusant les visuels et slogans des éditeurs de presse. La dette cumulée des médias sénégalais auprès du Trésor public est estimée à 40 milliards de francs CFA selon le gouvernement qui accuse certains patrons des presses de délinquance fiscale et de détournement des deniers publics. Sport à présent, 3 athlètes congolais sur les 6 alignés aux Jeux Olympiques de Paris sont rentrés depuis hier à Kinshasa. 3 autres sont restés à Paris. Pour quel objectif ont-ils fui? On fait le point avec Christian Bokaya, sportif, un journaliste sportif maison. Christian Bokaya, bienvenue. Merci Joël, bonjour. Et bonjour. Alors dites-nous, 3 athlètes ont fui ou ils sont restés à Paris sont-ils restés à Paris pour un programme précis? Je ne parlerai pas de fuir. Déjà, il faut rappeler que sur les 6 alignés, 3 sont rentrés à Kinshasa depuis hier. Il s'agit bien sûr de Brigitte Mbabi, de la boxe bien sûr. Il s'agit également d'Arnold Dasokisoka, le judoka, et de Divine Niansadi, la nageuse. Alors, Dominique Lasconi Moulamba qui était aligné en athlétisme, Marcela Sakobi en boxe et Aristote, bien évidemment, les nageurs.
ne sont pas portés disparus, mais ils sont restés à Paris, selon les dernières informations que j'ai reçues. Alors, concernant Marcella Sakobi, par exemple, j'ai échangé longuement avec son manager ce matin. Marcella est restée pour peaufiner en fait son niveau. Parce que depuis un temps, Marcella Sakobi montait un tout petit peu crescendo sur l'échelle continentale. Malheureusement, elle a été trahie par les niveaux techniques lors de ce jeu. Marcella Sakobi veut embrasser une carrière professionnelle. Qui dit carrière professionnelle, il faudrait s'y préparer dans de très bonnes conditions. Et peut-être un petit rappel, lors de ce jeu, Marcella Sakobi et Brigitte Mbabi, les deux boxeuses alignées lors de ce jeu, n'ont pu rejoindre les Sona qu'à une semaine de jeu, c'est-à-dire les niveaux techniques étaient un peu bas. Voilà pourquoi ces athlètes sont, à mon avis, restés. Mais il faut patienter. On saura qu'ils ont fui au plus tard au mois de novembre, parce qu'ils ont un visa de 3 mois attendant l'expiration de leur visa. Dès qu'ils ne rentrent pas au pays, alors on dira qu'ils ont fui, puisque les visas Schengen, c'est multiples entrées. Ils peuvent faire la Belgique, ils peuvent faire le Luxembourg, ils peuvent faire, je ne sais pas moi, l'Angleterre. Donc, attendons, on ne peut pas anticipativement dire que ces athlètes ont fui, alors qu'ils sont là pour essayer de peaufiner aussi leur niveau. Christian Bokaya, nous attendons. Alors, comment faire justement pour ne pas aller en tourisme lors des Jeux d'Atlanta prévus en 2028? Alors, c'est très important. Maintenant que les Jeux de Paris sont terminés, nombreux vont croiser les doigts en se disant maintenant on a fait ce qu'on pouvait faire, il faut aller dormir un peu sur nos lauriers. Ben, on ne sait pas trop qu'est-ce qui est prévu par les comités olympiques congolais pour l'échéance ou les échéances 2028. Déjà au mois de janvier 2024 et selon 2025, selon le programme du COC, il y aura la bourse de solidarité. Ça permettra à certains athlètes d'aller peaufiner ou d'aller se préparer, aiguiser les fers comme on aime bien le dire en sport. Alors, il faudrait qu'on travaille sur un programme précis, c'est-à-dire on regarde les jeunes qui sont performants. L'État peut jouer sa partition en prenant en charge une partie des jeunes. Le COC aussi peut jouer sa partition, c'est-à-dire la bourse de solidarité olympique que les comités internationaux envoient régulièrement. Cette fois-ci, ça va servir aux athlètes qu'ils partent dans des camps d'entraînement. Je donne l'exemple de l'Erskoni Moulumba qui depuis un temps réside à Dakar, d'ailleurs qui va rentrer aussi au mois de septembre. Ça veut dire, si ces gens d'athlètes sont envoyés dans des grands centres de formation, je pense qu'ils auront un niveau très élevé et ça permettra au Congo de ne pas aller en vadrouille comme d'habitude, puisque le plus important pour nous, souvent, c'est aller participer. Il est peut-être grand temps de mettre un peu fin à cette figuration. Question d'aller chercher la médaille, puisque jusqu'ici, le Congo n'a jamais gagné une médaille olympique, pendant que le Cap-Vert, l'Ouganda, bon, je ne cite pas l'Afrique du Sud, puisqu'ils sont en Afrique, mais ils n'ont pas la mentalité africaine. Bref, il faut se préparer en conséquence pour ne pas aller en vadrouille à Atlanta en 2028. Alors, Christian Bokaya, je vous remercie pour toutes ces précisions. C'est moi qui vous remercie, Joël. On va prendre le rappel des titres. Le Centre africain de contrôle et de prévention de maladies a déclaré une urgence de santé publique face à l'épidémie croissante de la variole de singe, ayant déjà causé plus de 30 000 cas détectés depuis janvier 2022 dans au moins 16 pays africains. Il lance un appel clair à l'action pour enrayer sa propagation. Au Kwango, 5 morts et une dizaine de femmes prises en otage à Kichungu dans le secteur de Lunzo, bilan d'une attaque des miliciens Mobondo qui occupent certains villages dans cette partie du territoire de Kenge. La société civile plaide pour de mesures fortes afin de mettre fin à l'activisme de cette milice. Et au Sud Kivu, un incendie s'est déclaré dans un camp des déplacés à Bouguéry dans le territoire de Kalehe. Plus de 200 abris ont été consumés par les flammes et aucune perte en vie humaine n'est signalée. Que disent les journaux parus ce mercredi? La revue de presse avec Nathan Diamouté. Comme annoncé, Nathan Diamouté me rejoint de l'autre côté du plateau. Bienvenue, Nathan. Merci, Joël Isselona.
Alors, deux sujets. Le premier sujet, la crise persiste toujours au sein de l'UDPS. Cette fois, c'est le secrétaire général Augustin Kabouya qui annonce des mesures décisives. Eh bien, Joël Iselona, l'actualité dans le journal reste dominée par la crise au sein de l'UDPS. Le journal Les Lauréats entre en lice et écrit sur sa une. Kabouya n'exclut pas d'attaquer la décision de la CDP en justice. Joël, pour ce quotidien, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux a critiqué la décision prise dimanche dernier par la Convention démocratique du parti, l'injectant de son poste au cours d'une causerie lundi au siège du parti. Augustin Kabouya n'a mis de côté l'option d'attaquer cette décision en justice. Pour lui, les conditions de la session extraordinaire de la CDP, c'est du théâtre et rien de sérieux. Joël, les tabloïds de ce journal n'a pas hésité également de noter que c'est lui qui se reconnaît encore secrétaire général de l'UDPS crie à la violation des textes de cette formation politique du feu Étienne Tshisekedi. De son côté, Joël, Info 27 écrit dans le corps de son article que Augustin Kabouya demeure résolument optimiste malgré les soubresauts politiques récents au sein de l'Union pour la démocratie et les progrès et social. Le président intérimaire du parti présidentiel souligne l'importance de respecter les textes du parti pour établir la paix. Des décisions cruciales sont attendues dans le prochain jour pour garantir la stabilité du parti. Selon ces déclarations, il est évident que les perturbateurs seront confrontés à des sanctions sévères. Alors, la problématique des baux à loyer en RDC, précisément à Kinshasa. Que de la presse, Nathan? Eh bien, Joël Iselona, cette information plutôt intéresse non seulement les lecteurs de journaux, mais aussi beaucoup de nos téléspectateurs. Média Congo entre en lice et écrit sur sa une. Problématique de baux à loyer en RDC Kinshasa. L'acteur politique Alain Kyungu interpelle le ministre Constant Mutamba. Dans les colonnes intérieures de ces médias, Joël, l'on note que Alain Kyungu, qui est d'ailleurs secrétaire général adjoint chargé des questions politiques et administratives au sein de l'UDPS Kibasa, met en lumière le principal défi auquel font face les locataires et propriétaires en République démocratique du Congo, notamment l'absence des contrats formels, les loyers exorbitants, les évictions abusives et l'accès limité aux recours juridiques. Joël, ces médias en ligne poursuit en rapportant également que l'acteur politique rappelle les dispositions légales en vigueur telles que la loi numéro 73/02 du 20 juillet 1973 et la loi numéro 15/025 du 31 décembre 2015 qui vise à protéger les droits des locataires et des propriétaires, mais dont l'application reste insuffisante. D'un média à un autre, Joël Iselona, le narratif de son côté pointe le besoin de l'acteur politique qui est justement secrétaire général adjoint chargé des questions politiques et administratives au sein de l'UDPS Kibasa, qui exhorte le ministre Mutamba à renforcer la stabilisation juridique, encadrer les loyers et les évictions et améliorer l'accès à la justice pour tous. Selon lui, des mesures concrètes et rapides sont indispensables pour améliorer les conditions du logement et renforcer la confiance des citoyens dans le système judiciaire congolais. Nathan, je te remercie pour cette sélection. C'est moi qui vous remercie, Joël. Fin complète de cette session d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi, madame, monsieur. Votre fidélité nous honore. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.